Mesdames, Messieurs, c'est un nouveau numéro de l'émission Rédactu. Comme vous le savez, Rédactu, c'est un cadre de réflexion sur l'analyse de l'actualité de toute une semaine. Et aujourd'hui, pour le compte de ce nouveau numéro, j'ai le plaisir de recevoir pour vous deux invités. Un, c'est un habitué de cette émission. Il s'agit du secrétaire général de l'Observatoire africain de géopolitique, Jules Yuri, et aussi un maître, un juriste. Il s'agit de maître Don Béni. Et ensemble, nous allons parler de l'actualité de toute la semaine. Comme vous le savez, la RDC a célébré le 63e anniversaire de son accession à l'indépendance. Et nous allons essayer d'analyser en fait les différents régimes qui sont passés pour essayer d'apporter une sorte d'éclairage sur la politique interne et aussi la politique externe du pays depuis les années 60. Nous allons également parler de la culture avec le Festival des Arts pour l'Évangile. Là, ça ne sera pas avec nos invités, mais nous allons juste vous proposer le contenu de ce qui s'est passé la journée du 30 juin, puisque ça avait débuté le 30 juin et ça a pris fin le 1er juillet. Nous parlerons aussi des élections et également de l'identification de la population. La première question, je vais déjà m'adresser à Jules Yuri, puisqu'il s'agit d'une question qui cadre avec la géopolitique. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de la RDC depuis son accession à l'indépendance en ce qui concerne la politique interne et externe de la République démocratique du Congo? Merci, cher Olivier, pour ton invitation et merci pour la parole. Eh bien, d'un point de vue international, je pense que au regard des régimes qui se sont succédés, il y a eu un problème qui s'est passé dans notre politique interne, dans notre politique extérieure, et qu'on n'a pas réussi à lire les grandes lignes. Vous savez, lorsqu'il y a eu la guerre froide qui s'est déclarée, c'est un phénomène qui a touché la quasi-totalité de pays du monde. Et cette guerre entre les deux superpuissances a eu des répercussions dans l'ensemble du système international. Et on a eu à remarquer que le Zaïre, sous l'ère du président Mobutu, avait quand même cette capacité à accéder à certaines matières compte tenu de leur position géopolitique. Mais je pense que s'il y a une chose qui fait problème dans notre politique, c'est cette capacité à ne pas prévoir à long terme. Alors là, vous sous-entendez que le président Mobutu, à son époque, n'a pas été très ouvert par rapport à la politique en ce qui concerne la géopolitique. Je pense qu'on n'a pas vu venir le fait que nous pourrions perdre éventuellement cette capacité à avoir des alliés. Parce que vous savez, sur la scène internationale, on ne peut pas avoir des alliés éternels parce que on était dans une époque où notre position donnait un certain avantage à certaines grandes puissances. Et lorsque la guerre froide s'est terminée, on a commencé à voir les répercussions. Et j'en reviens à votre question sur la politique interne et externe. Lorsqu'on prend d'un point de vue interne, je me dis que dans notre pays, s'il y a un fléau qui bat son plein, c'est le fait qu'on pense que le chef devra tout faire. Okay. Je pense que la personne du chef de l'État n'est pas là pour assurer toutes les fonctions, pour être sur tous les fronts. En fait, c'est un problème qui est lié à notre culture en tant qu'Africain, en tant que Bantou. Parce que, si vous remarquez, il fut un temps dans notre passé où le chef avait ses statuts de chef également avait été considéré comme un dieu. C'est-à-dire que tout le peuple ne s'attendait qu'au chef. Mais or, aujourd'hui, la RDC, nous sommes devenus un État, nous sommes devenus une république, et une république doit fonctionner sous plusieurs facettes. Je pense que il y a la plupart de secteurs où il y a de ces personnes qui sont censées fournir un certain résultat qui ne le font pas, et tout part sur la tête du chef de l'État. Même aujourd'hui, lorsque nous voyons tout ce qui se passe sur notre pays, l'économie qui est par terre, nous voyons l'insécurité dans la capitale, nous voyons tous ces éléments. Certes, le chef a un rôle à jouer, mais je pense que tout mettre sur la tête du chef, c'est quand même assez... c'est si facile, en fait. Il faut prendre en compte aussi l'apport du gouvernement. Il faut prendre en compte, au-delà de l'accord du gouvernement, même lorsque nous prenons l'hémicycle, l'Assemblée nationale, voilà. La plupart de ces personnes qui sont censées
être... Parce que l'hémicycle, l'Assemblée nationale, enfin, l'hémicycle en général, je prends le Parlement, le Sénat, ils sont censés être des organes qui peuvent emmener des solutions et qui aideront le gouvernant à mieux agir. Mais lorsque nous voyons sur 100% des parlementaires, la plupart ne sont que fictifs et qui ne sont pas à leur poste pour proposer de solutions concrètes, il y a un problème. Je pense que c'est le problème... et que nous, le peuple, on a toujours cette tendance à penser que c'est le chef qui devra tout faire. Je pense que les élections approchent, mon très cher Olivier. Voilà. Il y aura nous devrons élire des députés. Voilà. Il faut regarder cette personne que vous allez donner, que vous allez emmener à l'hémicycle. Qu'est-ce qu'elle va emmener comme solution concrète? Alors, puisqu'on parle de l'indépendance, vous pensez que la RDC n'a pas évolué en termes de politique interne et externe depuis son accession à l'indépendance? C'est ce que vous pensez? Enfin, je pense que le monde évolue toujours, que vous le vouliez ou non. Soit vous évoluez positivement, soit vous évoluez négativement. Est-ce que la RDC a évolué positivement? Bon, d'un point de vue politique international, je dirais que nous continuons quand même assez d'avancer parce qu'en 60, on a eu l'indépendance et on a essayé de commencer à exister comme étant État sur la scène internationale. Je pense que c'est quand même un avancé quand même assez positif. Je pense que nous devons maintenant avoir cette capacité de prévoir à long terme, cette capacité d'avoir un laboratoire de ces personnes qui pourront produire, qui pourront voir la politique internationale dans 10, 30, 40 ans. Qu'est-ce qui va se passer sur la scène internationale? C'est ce que voudra faire l'OAG. C'est dans la structure où nous sommes ces cadres de réflexion sur les relations internationales et nous allons emmener cette optique de proposer ces différentes approches. Merci beaucoup, Jules Youri. Je me tourne un peu du côté de Maître Tombéni, puisque vous êtes juriste. Est-ce que, bon, bien que vous êtes juriste, mais quand même la RDC a eu, je dirais, une série de successions à la tête de son État. Il y a le président Kasavubu, Mobutu, Kabila le père, Kabila le fils, et aujourd'hui on parle de Félix Tshisekedi. Est-ce qu'il y a eu évolution en termes de politique à la fois interne que externe? Merci beaucoup, cher Olivier. Permettez-nous de saluer les téléspectateurs et de souhaiter une joyeuse fête d'indépendance à toute la population congolaise. Répondant à votre question, s'il y a eu l'évolution du point de vue politique interne et externe, commençons par d'emblée. En jeu d'entrée, je pourrais vous répondre que certainement il y a des avancées, il y a des signaux, mais desquelles avancées qui ne sont pas à la hauteur ou à l'attente de la population concrètement, parce que nous devons nous le dire en face, 63 ans, ce n'est pas une mince affaire. Voilà. Et s'il y avait des efforts réellement, le pays ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Okay. Donc, sur le plan international, moi je pense que actuellement, la plus importante comme lutte à engager, c'est chercher à affirmer l'autorité ou la souveraineté de l'État, afin que nous puissions être, comme je me souviens encore de la phrase, le président l'a dit lors de son entretien, l'entretien avec le président Macron, de ne pas toujours regarder la RDC comme si on était des sous-hommes, un pays où on pouvait très facilement ramasser et faire de n'importe quoi. Non, nous devons mener ces combats pour affirmer notre souveraineté, afin que nous aussi, au stade, soit à l'extérieur, nous soyons considérés au même pied d'égalité comme les autres nations. Parce que nous ne sommes pas un sous-État, nous sommes une nation souveraine. Alors, nous devons travailler plus dans ça. Moi, je pense que les démarches déjà engagées par le président de la République, allant dans le sens, d'ailleurs, même dans ses discours, vous sentez en lui, il y a un sens, permettez-moi, je pourrais peut-être parler de la révolution, afin de pouvoir chercher à affirmer l'autorité ou la souveraineté de l'État, ce qui compte beaucoup sur le plan international. Dans le rapport de force, la souveraineté compte beaucoup. Donc, c'est ça, cet aspect que je voudrais un peu soulever. Mais sur le plan interne, nous avons encore aussi une question de la souveraineté toujours. L'autorité de l'État, si on pouvait parler en termes de l'autorité de l'État. Je crois que le co-débatteur a si épinglé cela, la question sécuritaire qui pose aujourd'hui problème. Moi, je pense que, moi je le dis toujours, qu'un gouvernement ne peut pas se plaindre.
Un gouvernement n'est pas l'excellence Sama Lukonde. Non. C'est une institution. Ce sont des institutions. Nous avons ces 4 institutions. Donc, un gouvernement ne peut pas se plaindre. Nous devons travailler en sorte d'éradiquer la situation de l'Est. Vous le saviez, permettez-moi de le dire. Nous sommes, donc, je suis le président fondateur d'une ONG ADP Delsa. Nous militons pour la défense et la promotion des droits des locataires et des sans-abri. Les sans-abri, nous prenons le cas déjà de ceux qui sont à l'Est, de tous ceux qui dorment sous la belle étoile. C'est une situation déplorable. Moi, à mon avis, vous allez me permettre, je reviendrai pour vous répondre. À mon avis, je crois que je peux anticiper cela. On devrait d'abord surseoir la question des élections pour résoudre la question de l'Est. Ça va susciter beaucoup de réactions. Ça va susciter beaucoup de réactions, ça en dépendra qu'à celui qui pourra prendre cette décision. Parce que, vous savez, nous avons passé plusieurs cycles électoraux, mais vous ne sentez pas l'autorité de l'État rétablie. Vers Kenge, il y a une histoire de Mobondo. Vers Maïndombe, il y a l'insécurité. Vous ne voyez pas que la souveraineté de l'État est mise en jeu. Et l'autorité de l'État n'est pas ressentie. Alors, je pense que nous devons travailler à affermir l'autorité de l'État sur l'ensemble du pays en interne. Mais aussi, selon les avancées, nous devons, sur le plan démocratie, nous devons admettre qu'il y a vraiment aussi des avancées. Parce que nous sommes aujourd'hui, après 3 cycles déjà, après 3 cycles que nous avons organisé les élections. Voilà. Moi, je pense qu'il y a certainement des avancées, mais s'il faudrait parler sur la question des droits de l'homme, là, il y a encore à dire. Mais nous devons travailler, certainement, il y a des avancées, mais les avancées ne sont pas vraiment à la hauteur au regard du nombre des années que notre pays a connu. Revenons un peu sur la politique externe. Vous ne trouvez pas que pour accroître des avancées en termes de politique externe, il faut d'abord résoudre des problèmes au niveau interne, l'économie, la sécurité et aussi le social. C'est ce qui va faire en sorte que sur le plan international, que vous soyez aussi fort. C'est ce qu'a fait la Chine en essayant un peu de s'isoler pour accroître un peu son économie et sa défense. Aujourd'hui, la Chine veut maintenant s'immiscer sur le plan international et ça fait de la Chine un pays développé. Vous pensez que cette manière peut aussi profiter pour la RDC? Tout à fait, je partage cet avis avec vous. Parce qu'on ne peut pas être considéré sur la scène internationale si on n'est pas fort d'abord en interne. Voilà. C'est une question, comme je l'ai dit, d'affirmer d'abord l'autorité de l'État, mais aussi de travailler. Mon frère Olivier, vous savez qu'aujourd'hui nous sommes un pays consommateur à près de plus de 90%. Voilà. Notre pays ne produit rien absolument. Sur le plan économique, j'ai entendu, quelqu'un me dira qu'il y avait une promesse qui était faite selon laquelle le taux sera revu vers le 30 Bien que cette information n'a pas toujours été... Oui, c'est ce que nous avons appris. Je ne sais pas si c'était une information officielle. Voilà. J'avais du mal à prendre ces messages. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas faire des choses de cette manière-là. Nous devons commencer à travailler. L'économie, nous devons travailler sur notre terre d'abord. Nous devons chercher à produire. Il n'y a pas que de l'or voilà. Tous les regards sont braqués. Non, nous avons des terres qu'on peut cultiver. Nous avons des forêts qu'on peut cultiver. On peut mettre en valeur cela. Ça fera en sorte que notre économie devienne forte. Et lorsque nous avons une économie forte, ça va influencer la situation sécuritaire, c'est-à-dire notre armée. Et c'est de cette façon que notre pays peut être considéré sur le même pied d'égalité sur la scène internationale. Parce que si nous sommes toujours un pays allant toujours demander, pensez-vous que nous serons considérés? En aucun cas. Nous devons travailler en interne. C'est une question aussi de lancer un message aux Congolais et Congolaises qui nous suivent en ce moment d'aimer ce pays. Le plus grand problème, c'est l'amour de ces pays qui n'est plus dans le cœur de plusieurs. Merci beaucoup, maître. Je reviens à vous, Jules Youri. Quand bien même vous faites plusieurs analyses sur le plan géopolitique, vous pensez que la politique interne actuellement de notre pays profite plus au pouvoir en place ou bien pour le Congolais en général? Il faut se le dire, d'un point de vue logique, le pays n'est pas... D'un point de vue interne, il y a plusieurs aspects qui sont par terre. Mais comme je l'ai dit tantôt, en fait, le grand problème est que ceux qui sont censés produire les idées ne sont pas en mesure de faire leur tâche. Lorsque nous prenons, par exemple,
lorsque nous prenons l'Assemblée nationale, quelles sont les idées que les députés actuels sont en train de produire afin d'aider le gouvernement à faire avancer dans les différents secteurs? Lorsque nous prenons le cas de l'inflation, par exemple. Ceux qui sont les élus qui sont dans les commissions à caractère économique, quelles sont les solutions qu'ils ont déjà mises sur la table de l'hémicycle afin d'aider à faire passer, à trouver une solution à cette... Le gouvernement, à travers les réunions stratégiques autour de la conjoncture économique présidée par le Premier ministre, jusque-là, vous pensez que... Donc c'est ça le grand problème, en fait. Nous avons, comme l'a dit mon débatteur, l'amour du pays est parti il y a longtemps. Nous n'avons pas de ces personnes qui veulent vraiment voir ce pays aller de l'avant. Lorsque nous voyons la plupart des autorités qui sont là, la plupart sont juste là par forme, en fait. Il est juste là, il est au poste qu'il est. Mais il n'y a pas ce véritable zèle de voir ce pays aller de l'avant. Je pense que le grand problème, ça serait d'abord d'avoir une prise de conscience, d'abord collective, déjà au niveau de la population et au niveau des autorités et à tous les niveaux. Donc nous devons nous mettre à table. À qui revient la faute? Aux dirigeants? Je prends le cas de l'exécutif gouvernemental, ou bien l'exécutif à la tête de la présidence, ou bien on va parler des collaborateurs de ces personnes? Je pense que la faute est quand même partagée et tout le monde doit regarder, doit faire une introspection et voir qu'est-ce que nous avons déjà réalisé. Parce que si nous continuons sur cette lancée, nous risquons d'arriver à l'horizon 2030 d'être dans un chaos général avec la situation économique dans ces pays. Je pense qu'il y a lieu vraiment de se poser les bonnes questions. Et cela doit inculquer tous les dirigeants, que ce soit au niveau de l'exécutif ou au niveau du législatif. Merci beaucoup, Jules Uri. Alors, je reviens vous mettre, c'est un peu d'analyser la politique interne actuelle du régime de Félix Tshisekedi. Vous pensez que ça peut profiter au pouvoir en place, ou bien la population est quand même bénéfique de cette politique interne? Bon, nous sommes, cher Olivier, nous sommes plus à côté de la population. Nous savons ce que la population vit actuellement. C'est inadmissible. Okay. C'est une situation très déplorable. Je ne saurais vous dire que cette situation profite à la population. Si je le dis, en tout cas, je me rendrai pour un menteur. Okay. La situation ne profite pas à la population. La situation profite aux individus. Donc, nous sommes, permettez-moi, c'est comme dans une forme d'un gouvernement d'aristocratie, okay, où le profit de la nation se dirige simplement que vers une catégorie de personnes bien ciblées. La population souffre. Il suffit simplement de sortir sur la rue ici, regarde même le visage de ce peuple qui marche, vous constaterez que la situation ne leur profite à rien. Donc, nous en appelons vraiment à la conscience. Nous en appelons à la conscience que c'est auprès de ce peuple que ces dirigeants viennent pour tirer profit, afin d'avoir ces mandats. Mais il faut quand même penser à ce peuple. Il faut penser à ce peuple. Alors, comme l'a dit le confrère, la situation de notre Assemblée. Il faudra analyser ce qui compose actuellement l'Assemblée nationale. Alors que c'est ça les moteurs, c'est parmi les institutions... Vous pensez que les propositions de loi qui sont, ou bien les lois qui sont votées ne profitent pas à la population? Parce que c'est eux qui représentent la population. Je pourrais répondre à votre question. Oui, oui. Il ne suffit pas simplement de prendre des lois. Oui, les lois peuvent être bonnes, qu'elles soient. Mais il ne suffit pas simplement de prendre des lois. Il faudrait aussi passer à l'exécution de ces lois-là. Parce que le gouvernement, plutôt l'Assemblée, le Parlement n'a pas que pour mission d'élaborer les lois, mais aussi de contrôler. Voilà. Alors, où est partie cette mission? À quoi servirait de prendre des lois qui ne sont pas vulgarisées? À quoi servirait de prendre des lois qui ne sont pas appliquées? Donc, à mon avis, il faudrait peut-être surseoir la question d'élaboration de lois et travailler sur l'application des lois qui sont déjà sur le terrain. Et lorsqu'ils interpellent les différents ministres, les différents DG, ne font-ils pas un bon travail? Interpeller les ministres, oui, c'est bien. La suite. Le plus important pour la population, c'est la suite. Parce que les faits sont patents que, certainement, les raisons pour lesquelles le ministre et telle autorité est interpellé, ces raisons sont fondées, valables, connues de tous. Et quelle est la suite réservée à cette démarche? À quoi servirait? C'est masqué ou essayer de maquiller un peu la situation? Non, non. Nous devons être vrais envers la population. Nous devons vraiment être vrais envers la population. Merci, maître. Vous avez quelque chose à dire, Jules Uri? J'aimerais juste compléter mon co-débatteur en rapport avec ce qu'il a eu à avancer. Oui.
Donc je pense que les élections sont là, dans pas longtemps, le peuple sera appelé à se manifester. Et je pense que ces personnes que nous envoyons, nous, population, parce que nous sommes également électeurs, ces personnes que nous allons envoyer, qui seront les représentants au niveau de l'hémicycle, je pense que ça doit être des personnes censées capables d'apporter des réelles solutions. Non juste des personnes qui seront dans la théorie, mais des personnes qui manifestent l'amour réel pour le pays d'abord. Et au-delà, lorsque ces personnes sont élues, je pense que comme la mission du Parlement, certes, élaborer les lois, nous devons élaborer des lois qui partent dans le sens des problèmes actuels du pays. J'ai suivi dernièrement une activité de l'hémicycle où il y a eu un député qui emmène la loi sur l'acceptation de la polygamie. Dans le cadre actuel de notre pays, est-ce que cette loi a lieu d'être? Lorsque nous voyons l'insécurité qui bat le plan, que ce soit dans la capitale, que ce soit à l'est du pays, lorsque nous voyons l'économie qui est par terre, et un élu qui a été élu pour représenter le peuple congolais emmène une loi pareille. Nous voyons qu'il y a une adéquation entre ce que vit réellement le peuple et ce qui est présenté au sein de l'hémicycle. Je pense que les élus doivent être en adéquation avec la situation actuelle du pays et que ce qui se passe, les questions qui sont soulevées doivent faire être des questions ayant lieu en l'actualité avec les problèmes que vive la population au quotidien. Et hormis le fait de proposer les lois, j'en reviens à ce qu'a dit mon collègue, le suivi de ces différentes propositions. Parce que, vous savez, ce sont les élus du peuple qui ont quasiment le pouvoir. Lorsque vous voyez que quelqu'un semble persister dans son incompétence, vous pouvez lever une motion. Voilà. Le problème est que la plupart des élus ont tendance à aller dans des collégialités où les motions ne seront élevées que lorsqu'il y a concordance avec la couleur politique. Les élus, sont d'abord censés être les représentants du peuple. Lorsque vous mettez le profil d'une idéologie politique devant le peuple, en tout cas, votre mandat n'a plus lieu d'être. Je crois que votre message est bien passé et en même temps dans la population, en même temps aussi chez ces potentiels candidats. Revenons un peu à notre préoccupation en parlant maintenant de la guerre à l'Est, puisque vous avez parlé de la souveraineté. Vous pensez que la guerre dans l'Est est une preuve que jusque-là, la RDC est sous l'emprise de l'Occident? C'est trop facile de toujours pointer du doigt. Vous savez, notre pays est tel qu'il est avec les richesses qu'il a et on ne peut pas s'imaginer un seul moment que nous pourrons être dans une paix éternelle tant que nous aurons ces ressources premières. J'ai eu à échanger dernièrement dans une soirée des galas avec un responsable, un officiel français que je tais le nom. Et lui ne savait pas que j'étais congolais parce que souvent... lorsqu'on est en costume, on passe souvent pour un étranger. Bon, voilà. On a eu à échanger. J'ai eu un peu essayé d'aborder la question de l'Est. Il m'a dit, mais vous pensez que... la façon dont il était en train de dire, vous pensez que si cette situation s'est terminée, combien d'entreprises fermeraient en Europe? Donc il y a déjà une question qui se soulève. Et je pense que comme ces entreprises... Mais c'est exactement ça. Ils vont chercher là où ils vont se fournir le moins cher possible. C'est dur, mais c'est la réalité du système international. Ce n'est pas un monde de joie, de lutins et tout. Nous devons prendre conscience d'abord, nous autres Congolais. Nous devons prendre conscience que nous n'avons pas un autre pays hormis la RDC. Aujourd'hui, tu peux aller en France, tu peux aller au Canada. Tu ne vas pas te sentir chez toi. C'est ici notre pays. Mais est-ce que la question géopolitique ne peut pas être avantageuse pour résoudre un peu... Mais pour résoudre ces conflits, on doit d'abord prendre conscience que c'est notre pays où nous devons les défendre. Lorsque déjà nous nous préoccupons à des balivernes au lieu de traiter des questions existentielles de l'État congolais, il y a déjà un problème. Donc je crois que dans l'OAG, il y aura certainement des cadres de réflexion qui vont très certainement se diriger vers la résolution. Nous sommes encore en gestation, mais très, très, très bientôt, nous allons
nous afficher publiquement sur le terrain. Merci beaucoup. Maître Dombeni, cette problématique de la guerre dans l'Est, vous pensez que c'est une preuve pour l'Occident de faire asseoir sa puissance en RDC? Bon, en tout cas, cher Olivier, je ne partage pas cet avis. Pourquoi? Parce que pour moi, par rapport à mes analyses, la guerre, la situation de l'Est est l'une des preuves qui atteste que notre pays est en train de se battre pour qu'il n'y ait plus une mainmise sur sa gestion. Comme l'a dit le co-débatteur, c'est une situation certes difficile pour que notre pays retrouve vraiment la paix, mais ce n'est pas impossible. Alors, avec tout ce que nous avons en termes de richesse, cette potentialité que nous avons, moi je pense qu'il est toujours possible de bâtir une armée capable de pouvoir sécuriser l'ensemble du territoire de notre pays. Moi je pense que c'est possible. Est-ce qu'il va falloir assez de moyens? Est-ce que nous avons ces moyens? Il va falloir certainement des moyens et nous avons les moyens. Nous avons les moyens. Voici les vrais problèmes. Comme je l'ai dit tantôt, nous devons être vrais envers notre pays. C'est-à-dire nous devons porter à cœur ce pays. Il n'y a plus l'amour. Il y a trop, je peux parler en termes un peu bizarres, il y a trop de traîtres sur tous les plans, dans tous les domaines et dans tous les secteurs. Donc, d'abord, alors, il est difficile pour asseoir la paix à l'est du pays avec toutes ces personnes-là. Nous avons suivi des communications, même des communications sécuritaires où les militaires déplorent, comme disait le général, une réunion a été tenue, les décisions qui étaient prises dans cette réunion, du coup, c'est de l'autre côté, il y a eu des échos de l'autre côté. Il y a trop de l'infiltration que nous devons travailler à démanteler ces réseaux-là. C'est alors que notre pays retrouvera la paix. Mais cela est possible si nous avons l'amour de ce pays. Nous devons aimer ce pays. Merci beaucoup, Maître. Avant de passer à la deuxième thématique consacrée aux élections, nous allons d'abord jeter un œil sur cet élément en rapport avec les forces armées de la République démocratique du Congo qui ont célébré à leur manière le 63e anniversaire de l'accession à l'indépendance de la République démocratique du Congo. Nous les visualisons et nous allons nous retrouver tout juste après. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont célébré le 63e anniversaire de l'indépendance de notre pays avec un exercice paracommando de libération d'otages. Cet exercice aéroporté de simulation d'un raid a eu lieu ce 30 juin 2023 au centre d'entraînement des troupes aéroportées au camp adjudant-chef Liao, en présence du vice-ministre Sami Adoubango Aoto de la Défense nationale des anciens combattants et de plusieurs autres officiers généraux. Le chef d'état-major général s'est fait représenter par ses deux adjoints, le général Ichari Gonza Ndoro Jack et le général Kassonga Chibangu Léon Richard, en charge respectivement des opérations et du renseignement et de l'administration et de la logistique. L'exercice a consisté au largage d'une section de parachutistes commando derrière les lignes ennemies avec la mission d'infiltration dans la zone occupée par l'ennemi, de libérer une VIP prise en otage et de l'exfiltrer. Des précisions de l'exercice avec le colonel diplômé d'état-major Essiko Monga et Boubou, directeur de l'exercice. On va faire la simulation d'une opération de raid. Un sénateur qui a eu l'initiative d'aller conscientiser ses frères Codeco. Il a eu l'autorisation du gouvernement pour descendre sur les lieux. Arrivés sur place, ils se sont décidés de le prendre en otage pour échanger avec leurs frères qui sont arrêtés ici à la prison centrale de Makala. Alors le gouvernement a donné l'ordre au chef d'état-major général pour que ces sénateurs soient récupérés de force. Alors le chef d'état-major général à son tour m'a confié de préparer les gens pour exécuter cette mission. Au nom du commandant suprême des FARDC et en celui du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, le vice-ministre Adoubango a félicité les paracommandos pour l'exécution correcte de l'exercice. Ça fait 30 ans. Elle vino bozo kita. Ngai pe nazi émotion. Nazi émotion pamba te. Boka elingi kozwa ali na ye ya kala. Lelo oyo likambo ya koloba eza lisusu te. Nakanisi de moment l'autre bato bakotala eloko oyo
bokonzi ya mboka azobongisa mpona mboka na ye. Les largages de parachutistes commando, une trentaine d'années après, a attiré une foule immense autour de la zone, des sauts pratiquement envahis. Une façon pour les Kinois et leur armée de célébrer les retours en force des troupes aéroportées, un des facteurs clés de la montée en puissance de FARDC tel que prôné par les commandants suprêmes, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous voilà de retour sur ce plateau. Vous venez de suivre là l'élément en rapport avec l'armée congolaise, les forces armées de la République démocratique du Congo qui ont pu célébrer le 63e anniversaire de l'accession à l'indépendance de la RDC. À présent, nous allons parler des élections. Vous avez vu à travers différents médias la réunion qui s'est tenue entre Denis Kadima et les leaders de l'opposition. Je parle bien sûr de Martin Fayoulou, Matata Mponyo, Délice Sanga et le représentant de Moïse Katumbi qui ont échangé ensemble avec le président de la CENI, essentiellement sur les processus électoraux, la crédibilité et aussi la transparence. Alors, à votre niveau, cher maître Dombeni, vous pensez que Denis Kadima a pu céder à la pression de l'opposition pour enfin permettre à ce qu'il y ait cette rencontre entre lui et les leaders de l'opposition? Cher Olivier, c'est ce qui s'est dit sur la rue, mais moi, à mon avis, par rapport à mes analyses, je ne pense pas. Okay. Je pense que M. Denis Kadima n'a fait que son travail. Vu que de l'autre côté, il décriait des choses qui peut-être ils avaient du mal à démontrer cela. Il a fallu que lui qui a la gestion de la CENI puisse les écouter et apporter des explications par rapport à cela. Moi, je pense que nous devrions par contre saluer cette initiative. C'est ça la démocratie. Parce que imaginez que M. Denis Kadima s'en foutait de tout ce qui se disait de l'autre côté. Qu'est-ce qui allait être fait? Mais lorsque l'opposition dit qu'elle espère que leurs recommandations seront prises en compte, vous pensez que l'opposition ne continue pas dans cet aspect de doute envers la CENI? Nous devons aussi d'abord reconnaître que nous avons je pourrais parler une pluralité de l'opposition. Une pluralité de l'opposition. C'est une fourchette de l'opposition qui s'était présentée devant M. Denis Kadima. Alors, par là que l'opposition espère que les revendications, soit leurs propositions, seront prises en compte au stade actuel, ça serait d'abord retarder les élections. Mais maintenant, il est question de voir la pertinence de ces observations. Si les revendications sont fondées, à quoi servirait d'avoir une élection qui sera contestée? Il vaut mieux s'asseoir et revenir sur ça pour aller une fois pour toutes. Et vous pensez que Denis Kadima va obtempérer en réfléchissant sur les propositions de l'opposition? Je pense que M. Denis Kadima constitue en lui, je dirais, une institution. Si, comme je l'ai dit, si ces revendications, les arguments avancés par ces groupes de l'opposition, si ces arguments sont vrais, sont justifiés, moi je pense qu'il le fera. À un homme démocrate, il le fera. Ok, Jules Uri, par rapport à cette question, en rapport avec le processus électoral, la rencontre entre Denis Kadima et les leaders de l'opposition peut aboutir à des modifications ou bien à des attentes assez différentes par rapport aux anciennes? Bon, vous savez, dans notre culture politique en Afrique, on a toujours cette tendance à... Bon, donc, quand on est du côté de l'opposition, on a toujours cette tendance à contester tout ce qui est de la majorité, ce n'est que normal. Mais je pense que c'est une bonne initiative. La CENI doit s'entretenir avec les leaders de l'opposition afin de voir s'il y a des choses à changer afin que nous puissions aller dans des élections. Parce que, comme l'a dit mon co-débatteur, ça ne sera pas utile d'aller dans une élection où toutes les têtes de l'opposition ont eu à les contester. Mais aussi, nous ne devons pas espérer que l'opposition va accepter à la totalité ce qui va se passer à la CENI, parce que c'est notre culture politique en Afrique. On aura toujours cette tendance à un peu à douter, un peu à contester. Donc jusqu'à nos jours, l'opposition ne cesse d'être dubitatif, plaintif. Et vous pensez que c'est une meilleure idée pour parvenir à faire pression sur la CENI, de sorte qu'elle puisse organiser des élections crédibles? Eh bien, comme je l'ai dit tantôt, ils doivent être rassurés également quant à la crédibilité. Et je pense que
que le président de la CENI a un devoir auprès de la population, il devra être intègre quant à sa mission. Et je pense que s'il arrive à rassurer l'opposition, cela nous évite à des chaos inutiles. Voilà, nous passons à un deuxième sous-point en rapport avec les partis politiques, puisque lorsqu'on parle des élections, on parle également des partis politiques. 910 partis politiques répertoriés par les ministères de l'Intérieur. Et une petite précision, parmi ces partis politiques, il n'y a pas le parti politique cher à Jean-Marc Aboun. Bon, ça c'est un point à part. Alors, dans les 910 partis politiques, la majorité d'entre eux appartiennent à la majorité présidentielle. Vous pensez que ces partis politiques ne sont là que pour le partage du gâteau ou bien elles ont des visions réelles pour la RDC? Vous savez, dans notre pays et généralement en Afrique, la politique est devenue un moyen de subsistance. Donc nous avons plus de hommes de ventre au lieu d'avoir des hommes d'État. Raison pour laquelle la vraie machine politique est par terre, parce qu'il n'y a pas les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. La plupart ou la grande majorité de ceux qui se lancent en politique le font d'abord pour purement des intérêts personnels en quête d'un enrichissement rapide. Et cela pose problème. Je pense que on devrait réglementer le nombre de partis politiques qui doivent exister. C'est une question qui doit vraiment être mise sur la table. Ce n'est pas une forme de dictature, mais c'est une forme de réglementation de la démocratie. Parce que la liberté ne signifie pas le libertinage. Parce que cette proportion à avoir un très grand nombre de partis politiques à la longue, ça peut être une mauvaise chose, je pense. La technique nous signale déjà que nous sommes à la fin, mais nous allons aussi prendre les propos de Maître Dombeni. Avec ces 910 partis politiques, on peut aller aux élections et s'attendre à la victoire possible du chef de l'État. Est-ce que ces partis politiques ne recherchent-ils pas le partage du gâteau? Moi, je pense que votre analyse, elle est fondée. Mais aussi, il faudrait signaler que la multiplicité de ces partis politiques atteste la situation économique d'un pays. Okay. Ouais. Parce que dans un pays où la situation économique est assez stable, je ne pense pas qu'on pourra avoir toute une nomenclature de partis politiques. Moi, je pense que si réellement tous ces partis politiques travaillaient pour l'émergence ou le bonheur de ces pays, on devrait avoir peut-être 5 ou 3 ou 4 partis politiques. Bon, je salue quand même, aujourd'hui il y a des initiatives de regroupement, de plateformes, hein, ça c'est aussi à saluer, mais ces nombres en tout cas ne m'inspirent pas confiance. Ne m'inspirent pas confiance que tous ceux qui ont créé ces partis politiques travaillent réellement pour le pays. Donc ils sont à la recherche de postes. Ils sont à la recherche de leur ventre et à la recherche comment ils vont renflouer leurs caisses. Mais sinon, ça ne profitera à rien. Prévenez, nous sommes aujourd'hui, nous allons vers le 4e cycle et vous pouvez vérifier simplement son impact sur la société. Quel est l'impact de ces élections? Merci beaucoup. Nous sommes butés derrière le temps puisque la technique nous signale déjà que nous devons terminer cette émission. Il y a aussi ce point en rapport avec la culture et également l'acquisition de nouvelles cartes d'identité que nous aurions pu aborder, mais je vous accorde 30 secondes à chacun, seulement 30 secondes pour parler de l'acquisition de ces nouvelles cartes d'identité. Est-il favorable pour nous d'en parler en ce moment? Est-ce qu'il y aura constamment cette opération ou bien il s'agit-il d'une opération qui sera momentanée? Mais je pense que c'est une initiative à saluer. Un pays sans carte d'identité, c'est un peu une honte. Donc je pense juste que cette initiative va aller de l'avant. En tant que nationaliste, nous encourageons tout ce qui va dans le sens de... Il faut qu'il y ait une constance. Oui, il devra nécessairement, il devra avoir un suivi régulier. Je pense qu'un organe devrait être mis en place pour accompagner cela. C'est une initiative que je salue personnellement en tant que nationaliste. Maître Dombeni, avant de chuter, un mot par rapport à l'ONIP. Oui, nous pensons de la même manière que nous devons d'abord commencer par saluer cette initiative parce que je dirais que ça date pour que le peuple congolais soit aujourd'hui en mesure de pouvoir obtenir cette carte d'identité, ne serait-ce que vrai. Donc nous devons d'abord saluer cela, mais aussi nous encourageons le gouvernement et nous demandons à ce que ça soit de manière très permanente parce qu'il y a crainte qu'après 2 ans, 3 ans, on n'en parle plus.
Merci beaucoup. C'était donc là mes invités. Je rappelle que j'ai reçu sur ce plateau Jules Uri, qui est secrétaire général à l'Observatoire africain de géopolitique. Également avec nous, Maître Dombeni, qui est juriste. Ensemble avec eux, nous avons échangé sur les différents sujets en rapport avec l'actualité de toute une semaine. Après ma désannonce, vous aurez droit à suivre donc la page culturelle avec le Festival international des arts pour l'Évangile qui s'est déroulé le vendredi 30 juin avec l'équipe de Futur Arc qui a pu proposer au public chrétien ce festival en vue d'adorer, d'évangéliser le chrétien à travers les arts. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. C'était un plaisir de savoir que vous étiez nombreux. Merci aussi à mes invités. Nous nous retrouverons prochainement et ça sera avec le même plaisir. Au revoir. Ewagelion, le festival chrétien, qui est à sa 2e édition, a ouvert ses portes ce vendredi 30 juin 2023 à Kinshasa, précisément à l'Athénée de la Gombe. Ce festival international des arts pour l'Évangile est organisé cette année sous le thème Unité et fraternité dans la diversité, créativité et évangélisation. Avec un programme très enrichi par les artistes de tout horizon, non seulement de la RDC, mais également du Nigeria. À ceci s'ajoutent des expositions d'œuvres artistiques passant par la danse et l'humour. Dans nos églises, vous savez, pendant les prières de combat, je ne sais pas déjà si on se bat contre qui, ça je ne sais pas. Les prières de combat, les dirigeants sont en train de nous dire « Allez, on va entrer, Tokokota, Tokobuka et tout ça ». Ils oublient une chose, hein? On entre, on ne sort pas. Imagine, tu entres, tu casses, et le diable vient demander qui a cassé ici. Tu fais quoi? À noter également que la température de cette 2e édition a été à la hauteur par des prestations musicales. Un motif de joie pour les organisateurs passionnés par la propagation de l'évangile de Jésus-Christ dans l'unité artistique. Notons que le peuple de Dieu a été fortement édifié à travers ce festival qui a permis à de nombreuses personnes de redynamiser leurs relations intimes avec Jésus-Christ dans l'amour, la prière et la méditation de la parole.